Madame, monsieur, bonsoir. Une édition du kiosque très, très virile, très masculine, avec monsieur Eddy Marajo, Open Soft System. Monsieur, bonsoir, monsieur le professeur Branchi. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes contents de vous avoir. Et puis une petite note, un petit peu de littérature, un petit peu de poésie, Jules Duranty. Bonsoir. Avec son petit chapeau. Oui, toujours. Ça va bien? Ça peut aller. Bon, on va donner d'abord la parole avant que l'attention des spectateurs ne tombe, à notre ami Michel, pour qu'il puisse nous parler un petit peu du chômage, mais dans une perspective un peu structurelle, dirais-je. Expliquer aux gens c'est quoi la catégorie A, c'est quoi la catégorie B, la catégorie C, très simplement. Et puis les dernières tendances là, du trimestre passé, du mois de décembre, puisqu'en décembre, on a les chiffres de 2013. Alors c'est vrai que effectivement, on ne s'y retrouve pas. Il y a deux grandes définitions, deux grands moyens de mesurer le chômage et l'emploi. C'est les enquêtes annuelles emploi de l'INSEE, oui, sur la base d'une définition du Bureau international du travail, avec une définition internationale qui permet des comparaisons internationales et qui donne le taux de chômage. Bon. Et puis, il y a le nombre de demandeurs d'emploi qui est mensuel, qui sont inscrits à Pôle emploi. Et là, il peut y avoir des distorsions entre ces deux chiffres, naturellement. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons un taux de chômage qui tend à diminuer avec un nombre de demandeurs d'emploi qui augmente. Pour des raisons simples, c'est que la population active diminue. Très bien. OK? Voilà. Alors, la population active, c'est les actifs occupés, lesquels comprennent les salariés et les non-salariés, plus les chômeurs. Au sens du Bureau international du travail, ça constitue la population active. Et le taux de chômage, c'est le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active. Qui travaille. Bon. Maintenant, s'agissant des demandeurs d'emploi. Alors, les demandeurs d'emploi, ce sont ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, ex-ANPE. En tant que tel. En tant que demandeur d'emploi. Alors, tout le monde, il faut bien dire, tout le monde, tous les demandeurs d'emploi ne sont pas inscrits en tant que demandeurs d'emploi. Il y a ce qu'on appelle, et l'INSEE mesure depuis quelques années, très judicieusement, une notion qui a été soulevée par les économistes marxistes depuis longtemps, ce qu'on appelle les chômeurs découragés. C'est-à-dire les gens, quand il y a un taux de chômage important et que le marché du travail n'est pas actif, c'est pas la peine d'aller. C'est pas la peine d'aller s'embêter, d'aller s'inscrire. Restons sur les inscrits. Alors sur les inscrits. Et parlons de la catégorie A. Alors, celle que l'on prend en compte le plus souvent dans les raisonnements, c'est ceux qui n'ont aucune activité pendant la période antérieure, donc du mois. Bon, donc c'est la catégorie A. Et puis il y a les deux autres catégories, B et C, ceux qui ont une activité inférieure à 72 heures par mois. Et c'est les chômeurs avec une activité réduite. Ces deux chiffres-là, alors, pour raisonner, grosso modo, nous avons en gros 45 000 chômeurs catégorie A, et puis nous avons 52 000 chômeurs catégorie ABC. Ça recoupe à peu près le nombre de chômeurs mesurés par l'INSEE, en incluant ce qu'on appelle les chômeurs découragés. Alors maintenant, les augmentations par rapport une année sur l'autre. Alors, les augmentations par rapport aux année sur l'autre. Alors, on a les chiffres de décembre, donc on peut maintenant mesurer. Alors, on a une année où le nombre de chômeurs a augmenté de 2,7%, c'est-à-dire 1100 et quelques chômeurs de plus. Bon. Mais avec quand même une rupture à partir du mois de septembre-octobre. C'est-à-dire, il y a eu d'abord un ralentissement et puis un frémissement. Et une petite baisse. Alors, tout de suite, on a un certain nombre de commentateurs, on dit embellie du chômage. Bon, alors, j'ai moi-même écrit un papier pour le journal que je représente ici, qui n'est pas encore paru, où je confronte cela à la baisse de la population de 5400 personnes depuis 2006, ce qui veut dire là, donc la baisse de la population active, 2200 personnes, entre 2006 et 2011, 5400 personnes de moins dans la population, 2012, moins 2200, avec une accélération du vieillissement et surtout une accélération du nombre de personnes, de ce qu'on appelle le sol migratoire, c'est-à-dire en gros l'immigration des jeunes. Donc, il y a de fortes chances que cette petite embellie, cette baisse, soit due à deux facteurs. Les emplois d'avenir, peut-être, qu'on a eu du mal
quand même À Kazé. à Kazé. On a 1500. On a eu 1500. La Martinique a eu droit à 1500. Donc, Et elle en a utilisé combien? on a à peu près 1100 et encore. Pas mal. Ce sont des contrats, mais qui ne sont pas encore tous réalisés. Notamment ceux souscrits par le MEDEF. Donc, tout simplement parce que le patronat, les entreprises vous disent, mais moi je veux bien embaucher quelqu'un, mais je n'ai rien à lui donner à faire. Il n'y a pas d'activité. Comme l'activité. Bon. Et puis alors, je confronte cela à un deuxième élément. Il a fallu le conflit de l'essence pour que la chambre de commerce nous sorte les chiffres du nombre de liquidations d'entreprises qui a augmenté pendant l'année 2013 de 200%. Donc, c'est d'ailleurs ce chiffre qui est un chiffre du même type qui est donné en France sur le nombre de fermetures d'entreprises. Bon, autrement dit, il y a eu une accélération en Martinique. Il y a baisse des ventes de voitures, baisse des ventes de carburant. Alors, Martinique qui aime la voiture. Hein, bon. Ouais. Bon. Et baisse des ventes de ciment. Baisse des importations. Baisse des importations. Et probablement baisse de l'octroi de mer. Oui. Donc, Alors, assez curieusement, la TVA ne baisse pas. Pourquoi? Est-ce que dans la structure des achats, les gens qui ont du pognon achètent plus et donc les produits dont la TVA est la plus forte? Ça, il faudrait voir. Hein, parce que c'est un phénomène aussi. Hein. Les phénomènes de crise font qu'il y a une polarisation de la richesse. Hein. Plus on est dans la crise, plus il y a des gens qui sont écrasés, qui sont écartés, plus il y a des gens qui font leur beurre. même au niveau de la classe moyenne, il y a ce phénomène. La classe moyenne est écrasée. La classe moyenne est écrasée parce qu'elle est écrasée par la fiscalité. Elle ne peut pas échapper à l'impôt, notamment les fonctionnaires. Hein. Ils ne peuvent pas échapper à l'impôt. Et comme les salaires, comme les tranches de l'impôt n'ont pas été révisées, eh bien, la pression fiscale augmente. Et on commence à sentir l'effet du gel depuis 2010 du point fonction publique. Donc c'est un des facteurs qui explique le barrage actuel. Parce que plus de 50% de la masse salariale est constituée par la fonction publique. Oui, en valeur, oui. En valeur, oui. Ouais, en valeur, oui. En valeur. Donc, à partir du moment où la fonction publique... Bon, mais d'ailleurs, en tant que membre de l'Observatoire des prix, j'ai écouté avec attention les distributeurs, aussi bien, je vais citer, M. Parfait, M. Le leader presse, j'ai oublié son nom, bon, et qui vous explique que la valeur... Pratique femme. Bon, ils vous disent que la valeur du panier moyen a diminué. Alors, quand Leader Price, qui est un hard discount, vous dit ça, ça veut dire que les gens qui achètent déjà les produits alimentaires les moins chers en achètent moins. Une question. Comment se fait-il que les offres, dans cette perspective neurasthénique, sur le plan économique, augmentent? Oui. Donc, comment se fait-il que les offres, maintenant, les offres collectées, les offres d'emploi collectées par Pôle emploi augmentent? Alors, c'est ça, c'est la vraie question. Parce au cours je donne le chiffre de 21,3% par rapport aux 3 mois précédents, sur ces 3 mois-là. Ouais, 3 mois glissants. Et ça concerne les emplois durables. Non, les emplois non durables. Non. Concerne les offres d'emploi durables, 6 mois ou plus, c'est une augmentation de plus 5,5%. Et les offres d'emploi non durables, moins de 6 mois, plus 48,6%. Voilà, donc autrement dit... Les deux. Alors, c'est peut-être... Bon. Très peu les durables, mais quand même, il y a une augmentation. C'est novembre-décembre, est-ce que c'est les emplois liés au tourisme, la saison touristique? Oui, la saison touristique. Je pense que c'est ça. Ouais. Ben, mais c'est éphémère. C'est éphémère. Et c'est précisément comme c'est des emplois non durables, c'est des CDD. Un chiffre d'information pour notre public. Au mois de décembre, les inscrits en catégorie A et ayant un droit payable au titre du revenu de solidarité, le RSA, au titre du revenu de solidarité active, est de 16 407 personnes, soit 36,8% des demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A. Alors, tu veux mettre un commentaire? Oui, c'est un commentaire intéressant. C'est un chiffre auquel personnellement je ne faisais pas attention. Mais en fait, c'est les derniers commentaires de l'INSEE qui disent que, comme il y a un allongement de la durée du chômage, beaucoup de chômeurs sont non indemnisés et basculent dans le RSA. Ils n'ont plus d'indemnisation. Oui, parce que ABC, ça fait 18 000, hein, 18 287. Voilà. Hein. On touche pas de 20 000 personnes. Donc, RSA, c'est 497 euros. Alors que le taux moyen de l'allocation chômage est autour de 800. Donc ça veut dire une chute de revenus. La pauvreté en Martinique,
Ah bon, la pauvreté en Martinique, on a très peu de chiffres parce que malheureusement, les enquêtes ne sont pas aussi fréquentes qu'en France. Mais il y a un chiffre quand même récent qui vient de sortir. C'est un organisme qui s'appelle l'Observatoire des inégalités, le COMPAS, qui est un organisme sérieux, par des économistes sérieux, et qui vient d'expliquer. Ils ont dit que, d'abord, le taux de pauvreté générale n'a pas de sens. Le taux de pauvreté en France, c'est 15% de la population. Martinique, c'est 20%. Chiffre qui a certainement dû augmenter et qui date de 2006. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont calculé le taux de pauvreté par commune. Par ville. Et par ville. Et Fort-de-France est la 5e ville de France par le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté à Fort-de-France est de 34%. C'est-à-dire qu'il est moitié plus élevé que le taux de pauvreté moyen de la Martinique. Ça, quand on te répondra que c'est parce que la ville était depuis séculairement la ville voilà. réceptacle mais ça veut dire aussi de tous les maux de cette île. Alors, quand on regarde les mouvements de population, il y a aussi un double mouvement. Ouvriers, employés. Sont en diminution, à Fort-de-France, retraités en augmentation, et les cadres un peu en augmentation. Donc, même phénomène, qui est à l'image d'ailleurs de la ville actuelle, de sa gestion. Arrêtez avec vos commentaires négatifs, là. Il y a un relatif embourgeoisement de la ville, et les couches populaires ont tendance à être éliminées. C'est quand même la ville, c'est quand même l'une des villes françaises où le taux de contribuables payant l'impôt sur la fortune est plus élevé. Voilà. C'est quand même ça. Fort-de-France, mais là, on n'est même pas en valeur relative. On est en valeur absolue. Le nombre de gens et puis la valeur moyenne du patrimoine, Fort-de-France figure dans les 5 premières villes françaises. L'impôt par tête par citoyen, par contribuable, le plus élevé en valeur. Oui, et aussi le nombre de contribuables payés. Le nombre. Voilà, la moyenne. Voilà. À l'époque de la fortune. Compte tenu de la population, en fait. Voilà. Non, même pas compte tenu de la population. En nombre. C'est-à-dire que Fort-de-France est devant toutes les villes françaises. Il y a 5 villes. Fort-de-France est la 5e ville où il y a le plus. Toutes les villes et avant Monaco. Avant Monaco. De population identique. Non, pas de population identique sur l'ensemble de la France. On ne veut pas plus d'impôts que Paris. Non, c'est pas plus d'impôts. C'est le nombre de types soumis. Oui. Le nombre de types soumis à l'impôt sur la fortune. J'ai compris. Ok. Et la moyenne que ces types-là ont d'impôts. Ouais, il y a beaucoup de gens qui paient l'impôt sur la fortune et qui paient 3 000 €. Hein. L'impôt, c'est 3 000 €. Mais ce n'est pas la moyenne payée par les Martiniquais. On est loin de 3 000 €, très très loin. Non, ça nous montre, tous ces chiffres-là, qui peuvent paraître abstraits, nous montrent quand même, ça explique les profondes tensions qu'il y a dans cette société et les profondes inégalités et surtout le fait qu'elles ont tendance à s'accroître. C'est ça qui est inquiétant. C'est l'écart. C'est l'écart. C'est-à-dire que il y a, en gros... C'est-à-dire que le plafond de verre descend. En gros, nous avons un tiers-monde en Martinique. Nous avons une partie de la population qui a un niveau de vie européen, qui pense comme des Européens. Ils sont français d'ailleurs. Ils sont super français. Ils consomment comme les Européens. Ils sont super français. Et puis, nous avons... Non, mais c'est pas un péché rédhibitoire. C'est un passeport qui va partout. Bien sûr. Ce que Michel oublie de dire, il va finir, mais ce qu'il oublie de dire... Enfin, ce qu'il omet de dire, c'est que c'est des Européens avancés, tu sais. Avancés. Au sens vers l'Occident. Les plus proches de l'Occident. Les plus proches. Ils sont plus occidentaux que les occidentaux. Ils sont plus français que les français. C'est normal parce qu'ils sont à l'ouest. Ils sont à l'ouest. Non, mais attendez, pendant son premier degré. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent être d'autres? Qu'est-ce qu'ils peuvent être d'autres? On leur a pas laissé le choix. Non, mais ça en sérieux. Ils feront quoi? Ils ont des députés les plus radicaux qui vont à l'Assemblée nationale. Même ceux qui, c'est vrai, même ceux qui réclament les plus radicaux sont favorables au cumul des mandats que leur donne l'Occident. Ils ont à l'esprit des idéologies tout à fait occidentales, de droite ou de gauche. Ils n'ont pas de référents, ils n'ont pas de référents africains. Alors, il y a des originaux comme Jules qui pensent créole, africanité, mais c'est marginal. Bon, on va... Fini ta troisième partie, c'est... Ouais. J'ai perdu un peu le film. C'était les plus riches. Un peu classe. Non, en tout cas, ce qui a été, à mon avis, mis en évidence par un économiste qui n'est pas du tout
même courant que moi, c'est quand même M. Olivier Sudry. Il a eu l'immense courage devant un parterre précisément de gens qui appartenaient à ces plus riches des plus riches, de dire qu'en 10 ans, la part de la valeur ajoutée consacrée au capital, à la rémunération capitale, avait augmenté en Martinique, que les inégalités avaient encore plus augmenté, que le taux de pauvreté, le nombre de pauvres, que les pauvres, enfin il avait résumé ceci par une formule, mais pour un économiste, les pauvres sont plus pauvres et les riches plus riches en Martinique. Je pense que ça a dû mettre. J'étais dans cette assemblée qui était managée par mon voisin de gauche. Les types se sont enfoncés et se sont enterrés dans leur côté. Oui, parce que. Ils ont dû emporter leur voiture avec un petit regard furtif. Ils n'étaient pas prévenus. Oui, au contraire, c'était une grand-mère, etc. Parce que Sudry, ils avaient entendu Sudry dire. Parce que c'est intéressant parce que Sudry, quelques années auparavant, dit. Formidable. La Martinique, vraiment formidable. Il a comparé Abidjan et Fort-de-France avant l'explosion économique de la Martiniquaise, en disant, mais Abidjan, c'était plus développé. Et là, vous les avez totalement dépassés. Et puis, il revient 5-6 ans plus tard, il dit, bon, les mecs, c'était sympa, mais là, vous êtes en train de courir un gros risque. Il y a un décalage énorme entre les plus faibles et les plus riches. Et il dit ça 1 an après les événements de février 2009. Et il dit, il faut absolument faire une grande conférence sociale pour la redistribution des revenus. Oui, en fait, la solution, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des types qui disent, mais bon, alors, c'est quoi, qui ça nous a fait? Il dit, mais c'est pas très compliqué, il faut augmenter les salaires. Non, mais le type dit ça, il dit, c'est pas compliqué, si vous voulez éviter la guerre, il faut augmenter les salaires. Reverser une partie. Mais pas employer plus de monde, non. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un économiste libéral, donc, ce sera de la part d'un économiste keynésien ou marxisant ou hétérodoxe, comme on dit maintenant. Ça aurait été logique. Mais il dit ça parce qu'il dit il faut, si on veut préserver le modèle de développement capitaliste, il ne faut pas que le modèle de développement capitaliste aille trop loin dans les inégalités. Donc, il dit aux gars, en fait, il dit c'est un peu ce que, dans certaines périodes de l'histoire, certains leaders de la bourgeoisie en France ont fait comprendre à leurs propres partisans qu'il fallait quand même partager un peu. Oui, c'est la social-démocratie, c'est le néolibéralisme. Monsieur Thiers. On passe à autre chose. J'ai trouvé un petit sujet qui va intéresser les gens, comme il dit, c'est les implications politiques du numérique. C'est un certain Morozov, qui critique la technologie d'aujourd'hui. C'est à l'époque du rideau de fer, du blocage des pays de l'Est, qui avait expliqué que c'est par le numérique, enfin comme un peu le printemps arabe, que c'est par Facebook, par le numérique qu'on va sauver. Et puis il en revient considérablement, parce qu'il explique qu'aujourd'hui, alors j'explique un petit peu ça, son point de la situation actuelle, c'est que la culture numérique a 2 tendances. Premièrement, c'est de fourrer des capteurs partout, pour rien, gratuitement, donc on capte tout, on sait tout. Et deuxièmement, de rendre tous les objets, ça c'est le schéma, tous les objets intercommunicables. Voilà. Alors il donne plus précisément ça, alors il appelle ça l'Internet des objets, le Smart Home, la Smart City. Alors, et ça a des conséquences sur le comportement des gens. Il donne des exemples d'objets pour qu'on comprenne, parce que ça reste assez théorique. Il dit par exemple, on peut imaginer une brosse à dents intelligente, qui a une puce, enfin, qui communique par Internet, qui évalue si vous lavez suffisamment les dents, et puis qui peut transmettre les résultats du nombre de brossages de dents que vous avez fait et pas fait, à votre réseau social, pour que les gens sachent que vous êtes un type qui se brosse pas les dents, à votre dentiste pour qu'il vous rappelle, vous dire, comment tu as oublié de te brosser les dents, et peut-être pour un jour à la compagnie d'assurance qui va vous dire, non, je ne vous couvre pas pour les frais dentaires, parce que vous ne brossez jamais les dents, vous trichez. Pareil pour la fourchette qui dit, tu manges trop vite, elle se met à vibrer, hein? Ou le parapluie qui se met à allumer une lumière bleue, tu dis, prends le parapluie, il est connecté à la météo, il va pleuvoir pour que tu ne sois pas grippé, que tu ne... Et donc, ça a des conséquences énormes. Alors, sur ce premier point de sa description, est-ce qu'il n'est pas un peu caricatural? Non, il est volontairement. Alors, j'ai lu l'article avant que tu me l'envoies. C'est un article qui date de... Donc, je relis les journaux, les vieux, tu vois, pour prendre du recul, comme je dis souvent. Et donc, je lis cet article et boum, je vois Morozov. Et en fait, c'est un type qui est jeune, hein, il a 36 ans. Okay, il a commencé... C'est un Biélorusse. Donc aujourd'hui, il est aux États-Unis et il dit la chose suivante. Comme il est rentré dans le système, il a
il a été enthousiasmé. Et puis il est revenu, comme tu dis, il en revient. Il dit, en réalité, C'est too much. tout ça n'est qu'une nouvelle forme de la domination du Big Brother, de l'État et de ceux qui nous... Totalitarisme technologique. Exactement. Les gens se demandent à quoi ça sert et il lui dit, mais les dirigeants ne se demandent surtout pas à quoi ça sert. Et plus vous allez utiliser ce système, plus vous serez sur leur coupe. Donc, je renvoie tout le monde ici à George Orwell, 1984. Donc, courez chez Gilles Alexandre ou à la librairie antillaise, achetez ce livre ou piquez-le à votre enfant parce qu'ils sont obligés, je crois, de temps en temps de le lire en terminale. Prenez-le, lisez-le et vous verrez le monde tel que nous le vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Non, je pense que c'est le vieux débat sur la technique et l'utilisation de la technique. La technique en elle-même n'est pas elle-même révolutionnaire. C'est l'usage et c'est les conditions, je dirais, c'est les conditions économiques et sociales dans lesquelles elles sont utilisées. En disant économique. Mais bien sûr. Donc, comme ça, on sera d'accord, trouver un consensus sur l'économie. Tout à fait. Je veux dire par là que c'est comme Internet. Bon, Internet, ça peut servir à donner des informations qui sont cachées, mais ça aussi, on le voit. Aujourd'hui, à répondre de rumeurs fausses. Mais comment on fait une bombe? Jules, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'il y a une chose qui m'a intéressé, c'est justement cette notion de wiki. Tu sais, par exemple, ce fameux Wikipédia, le bibliothécaire que je suis, c'est vrai qu'on avait l'habitude de regarder nos fameux Larousse, etc. Et aujourd'hui, le réflexe, voilà, personne. Alors, ce qu'on oublie, c'est que Wikipédia, c'est un dictionnaire, on va dire, que toi et moi, nous alimentons. Et c'est vrai que quelquefois, les sources, les informations qui elles sont douteuses. Ah oui. Alors, même si... J'ai vu une biographie sur Césaire qui était approximative. Oui. Donc voilà, donc ça veut dire que on est à se dire que comme pour le journaliste, la notion de vérification des sources, elle est là. Elle existe, ouais. Elle est là, et donc et ce qui est extraordinaire, c'est de voir combien la jeune génération fait confiance totalement à ce genre d'encyclopédie comme avant, on faisait totalement confiance à l'image. Alors, donc, ces implications, c'est que, en fait, pour te donner raison, que tout devient transaction commerciale, quoi. C'est-à-dire que le fait même de se lever, l'exemple qu'il prend et d'aller dans son frigo prendre du lait est une donnée que l'on peut vendre. Ouais. Que l'on peut vendre et en échange, on a des services naturellement qui sont donnés. Alors, attends, je donne des exemples pour que les gens voient. Google rentabilise Gmail en scannant les courriels, par exemple. Voilà. Je ne savais même pas ça. Amazon te fait des prix pour Kindle. Vous savez, Kindle, c'est des bibliothèques nomades, là, tiens. Des liseuses. Et vous baissez les prix, vous cassez les prix si vous acceptez les publicités personnalisé, ça veut dire qu'ils arrivent à savoir, en s'introduisant chez vous, sur votre système, ce que vous lisez, ce que vous aimez, ce que vous consommez. Et je l'ai constaté, un outil qui est intéressant, ça s'appelle Deezer. Ça vous donne pour 9 €, 4,90 € par mois, ça vous donne accès, comme ils le disent, à une discothèque de 30 millions de titres. Et Premium, vous avez encore des avantages. Eh ben, un système comme Deezer, au bout d'un moment, apparaissent des musiques que vous aimez. En première page. Un peu de classique, pour moi un peu de classique, parce que j'écoute de la musique classique, n'est-ce pas? Un peu de jazz, et zéro zouk, zéro bêtise comme ça. Zéro tambour. Un petit peu de tambour. Un petit peu de tambour. Mais tambour très sophistiqué, hein, très Paquito, des Rivera, Alfred de Chevalier. Ça s'appelle une data warehouse. Les données, ils associent. Alors, ça prend une tournure plus simple, moins sophistiquée que celle-là. Par exemple, dans des magasins comme la FNAC, alors c'est analysé depuis très longtemps, ils font ce qu'ils appellent des corrélations d'achat. C'est-à-dire que vous achetez tel bouquin, les gens qui achètent tel bouquin, tel autre bouquin pour te plaire. Associent l'achat avec d'autres bouquins. Donc, en fait, par exemple, sur des têtes de gondole, ils mettent le bouquin A et le bouquin que les gens ont l'habitude d'acheter avec le bouquin B. Ouais. Et donc, ils augmentent comme ça mécaniquement Mais c'est terrible. Alors, mais où ils disent que ça risque de devenir dangereux, c'est quand les banques et puis les compagnies d'assurance
sont intéressés par Google et puis par Amazon, par des choses comme ça, là, on sera, que dans notre chambre, ils verront ce qu'on fait, et puis ils nous promettront des prêts ou des... Non, mais Ou bien pour les assurances vie, ils vont vous exclure parce qu'ils Oui, savent que alors même votre la connaissance de ton intimité génomique, quoi, le génome, quoi, en fait, ta cellule intime, pourra être intéressante, recoupée avec d'autres données. Pour savoir ton espérance de vie, ta maladie. Tu en as pour 4 ans pour vivre. Et de pas t'assurer. Et de pas s'assurer. Il y a deux choses qui me semblent intéressantes. La première, je vais réagir tout de suite, c'est que, en dépit de ce que beaucoup de gens pensent, le marché des exclus devient intéressant pour un certain nombre d'autres opérateurs. Donc, je vous réserve une petite surprise la semaine prochaine, un petit scoop pour la semaine prochaine, j'en dis pas plus, sur ce marché des exclus. Et la deuxième chose que je voulais dire... Les exclus, les refus bancaires. Notamment. Tous ces gens-là, on peut faire quelque chose avec eux. Donc, notamment sur cette thématique-là. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est, comme vous le savez, probablement, Microsoft vient de changer de patron. Ils ont pris un Indien. Ouais. Comme quoi, la France a vraiment Qui remplace des Bill leçons Gates. à prendre des Indien Américains. d'une classe en Inde. Intouchable. Il est intouchable, il est né en Inde, il a fait ses études aux États-Unis et le type devient le patron d'une des plus grosses boîtes. C'est terrible pour l'Inde, hein. C'est terrible dans les deux sens. Dans les deux sens, oui. C'est à la fois intéressant, mais en même temps, c'est deux domaines où les Indiens ont ouais, ce sont les meilleurs du monde. Et Mais c'est un intouchable, il devrait ne pas pouvoir, normalement. Le monde est mal fait. Le monde est très mal fait. ces Américains, ils donnent toutes les Obama. Alors, ce qui est intéressant, et ça touche à cette interview-là, c'est que ce type défend depuis très longtemps une donnée qui est, me semble, fondamentale, que Bill Gates avait déjà, enfin une idée que Bill Gates avait déjà. Et l'idée, c'est quoi? C'est que le seul produit au monde que l'on peut vendre à tout le monde en même temps et en fait au même moment, c'est l'info. Et quand Microsoft dit c'est ça que les gens vont vendre, cette démarche commerciale de l'information, de la connectique. Oui, je vends des infos sur moi, tu me donnes le service. C'est l'info. Alors, ça va très très loin parce que le type qui vient d'arriver, il dit, bah, écoutez, nous on vend sur les ordinateurs et nos logiciels d'exploitation, donc Windows, et puis le pack Office, Excel, etc. Mais bon, on ne gagne pas d'argent avec ça. Et les types disent, mais tu es fou, mais nous gagnons un bon argent. Il dit, mais non, on va gagner plus de fric. On va mettre ça en distribution sur le net. C'est-à-dire que tu as besoin de faire un truc Excel, tu te branches sur Excel. Ouais. Et donc, en fait, l'information devient comme de l'électricité. Ouais. Et tu consommes l'info comme tu utilises l'eau ou l'électricité. Donc, ça a à la fois une vertu hyper démocratique, mais tu imagines que ça élargit le marché de manière considérable. C'est-à-dire que chaque fois... Et l'accumulation de données sur les gens qui viennent amener, voilà. qui viennent Alors, utiliser. Je vous recommande un film qui s'appelle Time Out et qui va beaucoup plus loin et qui dit la vie c'est du temps. C'est du temps. Et tu achètes du temps. Du temps. Tu vends ton temps. Tu te connectes et tu vends ton temps. Sous fond d'une histoire d'amour. C'est génial. Alors, le refus de jouer ce jeu-là, parce qu'on pourrait dire, moi je ne rentre pas dans ça, je suis sur Google, je ne donne pas d'informations, mais il te dit, quand ça va aller beaucoup plus loin, la compagnie d'assurance à laquelle tu vas refuser de mettre une capsule dans ta voiture pour voir comment tu roules, à quelle vitesse tu roules, elle va t'estimer d'emblée comme étant un chauffeur, parce que tu ne te souviens pas, et elle va te surtaxer. On va te dire, ta critique, tu es libre, mais on va te surtaxer, alors que si tu mets la capsule et que tu roules très lentement, ben, tu vas avoir des primes. Alors, je vous ai parlé du secteur bancaire, de l'intrusion de ce truc-là dans votre chambre. Oui, oui, mais il y a un moment où, non mais Michel, il y a un moment où même Mosaïque ne va pas t'embarquer. Parce que tu as refusé de mettre le capteur pour voir comment tu te comportes. Alors, les implications politiques, maintenant, ça c'est intéressant. C'est que, en fait, les responsabilités qui devraient être celles de l'État sont portées sur des compagnies, des sociétés, puisque des problèmes de santé publique, des problèmes d'obésité, des problèmes, parce que quand la façon dont tu manges, des problèmes de... En fait, ces modèles de développement et de comportement humain sont maintenant entre les mains. Donc, il n'y a pas de politique publique décidée par des gouvernants indépendants du secteur marchand. Tout à fait. Pauvre Karl Marx, c'est mais c'est la marchandisation. Mais je vais te le dire. La marchandisation c'est la marchandisation de toutes les sphères de la vie.
Alors lui, il dit que ce qu'il faut, c'est, alors sa solution, c'est, mais j'y crois pas. Il dit sa solution. Alors c'est l'inspiration, ça s'appelle le nudge, hein, le système par lequel on confie à la technologie, et puis à des gens autres que l'État, et puis aux individus en face du marchand, le soin de régler ses problèmes individuels, le comportement d'obésité, de santé, etc. Ça s'appelle le nudge. C'est deux personnes qui s'appellent Thaler et Susten qui ont inventé ce machin-là. Ils disent que Cameron s'est appuyé sur ça pour les problèmes de santé, hein, etc. Et Cass Susten a été patron du gros organe de régulation américain. Donc, même méthode de gestion. Alors lui, il dit, et moi je trouve ça amusant, qu'il faut un processus éthique dans l'échange de données. Il faut l'éthique, la morale. Quand on va mettre la morale entre particuliers à qui tu donnes des trucs gratuitement. À qui tu donnes. Attends, Michel, tu donnes gratuitement. À tout moment, nous parlons de l'éthique. Ouais, mais oui, tu donnes. Alors, attends, mais non, mais ça peut exister l'éthique. On peut estimer que l'homme n'est pas mauvais en soi. Pourquoi mais comment veux-tu. Non, je parle de ceux qui l'invoquent. Ouais, non, mais comment peux-tu. Non, mais lui, il est critique et il dit qu'il faut introduire l'éthique. Mais comment peux-tu mettre de l'éthique dans une relation où on te donne quelque chose gratuitement et tu donnes des éléments d'une grande banalité à l'autre pour avoir de gros services, pour avoir de gros outils informatiques. Mais attention, on peut à la limite dire que une naïveté comme celle-là est presque risible. Mais il dit autre chose. Il dit attention, le développement de ces outils-là peut servir dans les deux sens. Hein. Ça veut dire que comme tout est surveillé. Oui. Y compris ceux qui surveillent sont surveillés. Les gens qui matraquent sont surveillés. Les gens qui emprisonnent sont surveillés. Donc, tu as un accès à l'info de ta population que tu surveilles, mais ta population peut avoir de l'info sur toi. Et c'est intéressant. Oui, et d'ailleurs, plus aucun flic, ne fait, dans une rue, ne fait ça. Parce qu'il sait qu'il y a un système. On sera mal à la télé. Il y a un système de surveillance partout. Alors, même Jean-Dom Bambutu. Alors, mais au-delà de l'anecdote, on peut 30 secondes, et puis après on va passer à autre chose de sérieux. L'éthique qui fait que la morale, l'échange de données, puis le débat, qui devrait normalement, tous les citoyens sont informés, ils savent que lorsqu'ils donnent une contrepartie. Ouais, mais tu lui dis qu'il donne, il se donne, donc il se livre, qu'il se prostitue à la limite, etc. Bon, mais il s'en fout parce qu'il a des services sur l'informatique, il a une aide, il a des outils. Moi, je crois qu'en fait, c'est ma proposition, toute seule comme quand j'ai trouvé ça, il faut un système de contrôle, comme la CNIL, une commission, avec des gens sages. Ça te fait rigoler? Ça t'a pas fait rigoler quand tu proposais ça? Non, mais je me dis, mais la CNIL peu ou prou fonctionne. Elle fonctionne. Moi, je crois que ça serait dans une tendance. Il ne faut pas rejeter la technologie moderne. Dire, moi, je mange à pied, moi, je ne m'inscris pas à Google, moi, je n'achète pas mes livres sur Amazon, je refuse leur publicité. Il faut qu'on avance. Et puis, s'il fallait payer tous les services, et même en les payant les services, tu leur donneras tes données. Tu sais qu'il y a toujours des types qui refusent même d'avoir un portable. Bon. Mais moi, je crois que ça se résout. Ça donne une anecdote, un peu sourire, très belle. Le professeur qui refusait les portables. Et puis un jour, je suis dans une salle d'audience et j'entends un bourdonnement, il n'y a personne. Je vais au fond de la salle, je vois au fond, à quatre pattes en train de parler, mais il parle très. Il se croit qu'en se cachant, on l'entendra pas. Il va pas les fort. Il va pas les fort. Avant de voir le dossier, je dis comment on dit un portable. Allez, on va dans les choses sérieuses. Non, ce que je crois, c'est que au fond, ça nous ramène tu as parlé de citoyenneté. Il faut pour maîtriser ces phénomènes qui peuvent être des phénomènes soit d'oppression, soit de libération. Hein? Bon. La solution, c'est le développement de la citoyenneté, de la démocratie, de l'esprit critique. C'est sa proposition. Et de l'esprit critique. C'est sa proposition. Le débat, l'information, c'est ce qu'il propose. C'est ça. On n'a pas le choix. Il faut que de plus en plus... Et puis le contrôle. Moi, j'y tiens à ma commission. Commission de contrôle de vérification des données technologiques. Il faut de toute façon, dans toute société, il faut qu'il y ait quelquefois, pour les comportements déviants, il faut qu'il y ait quand même des sanctions. Comme pour la fiscalité de ces Google et de ces sociétés, on se penche maintenant sur leur cas, on essaie de faire payer des impôts. Ok, mais si je voudrais vous parler d'un petit sujet, il faut qu'on en parle, c'est désagréable, mais il faut qu'on en parle, parce qu'on est quand même en Martinique. 53 détenus dénoncent leurs conditions de détention. Là, à Champigny, belle prison de l'Euve, ça fait une dizaine d'années. Alors, dans un courrier commun et co-signé, ils ont saisi l'Observatoire international des prisons, l'OIP. Ils ont eu le courage de donner leur nom, leur numéro d'écrou. Ils dénoncent la sous-population, la promiscuité, les problèmes d'hygiène, les difficultés d'accès aux soins,
le manque d'activité et de travail. En 2012, il était déjà plus de 130 à avoir signé une pétition, 136 à avoir signé une pétition pour alerter sur leurs conditions de vie indignes. Alors l'OIP fera des procédures individuelles, puis après saisira la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain et dégradant. Alors, plus précis. Ça a déjà été condamné À plusieurs reprises. Alors pour deux causes, c'est simple. Je vais vous donner les chiffres, c'est très éloquent. Pour 570 places, il y a 1000 détenus et quoi. C'est-à-dire que dans des salles, dans des chambres, dans des cellules de 9 mètres carrés, tu as des matelas par terre, donc il n'y a même pas de place pour la nuit. Alors quand ils se mettent à péter là-dedans, parce que ça va donner, c'est horrible. Alors, il y a quand même un autre élément, c'est que il faut donner les chiffres des gens qui sont condamnés à de la prison et qui ne sont pas incarcérés. Voilà. Et donc, moi, j'ai plus les chiffres à l'époque, les chiffres précis, mais à l'époque, il y a quelques années, on m'avait dit qu'il y avait 2500 personnes qui devaient théoriquement être dans cette prison et qui n'y étaient pas. Oui, parce que parce que par ordre de priorité, les condamnés à moins d'un an ne peuvent pas, n'ont pas accès. Ouais. Non, c'est-à-dire que ça nous renvoie, c'est un miroir de la société martiniquaise. Mon ami Maurice Belrose a signé un papier dans Justice Système en réagissant à cette information-là. Et le problème, c'est que, en fait, on a un accroissement effectivement de l'efficacité de la machine judiciaire qui siège pratiquement en permanence, qui fait des comment ça s'appelle ces procédures, tu vas m'aider. Les coupables, les comparaisons immédiates. Comparution immédiate. Ils accélèrent le processus. Très bien, mais on ne résout pas le problème. Ouais. Donc c'est ça la véritable question, c'est que c'est un reflet de. Et vous savez que la violence est la le fait que la société martiniquaise est malade. Les résultats des résultats donnés montrent qu'il y a ici un taux de violence, d'une criminalité violente plus élevé qu'en France. Ça s'est établi maintenant. Oui. On ne peut plus en douter maintenant. Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai interviewé un médecin, un chirurgien malien, exerçant en Martinique, qui s'appelle Jérémy Connet. Et dans cette interview, moi j'ai eu une révélation. Parce que je lui dis à un moment, mais est-ce que la violence au Mali, etc., il me dit ça explose, il y en a partout, en Afrique de manière générale. Et je lui dis, mais c'est quoi la cause? Il dit, la cause c'est la pauvreté. Et je dis, bon, ok, mais qu'est-ce qu'on fait contre la pauvreté? Et il dit un truc qui nous a échappé, qui a disparu, mais qu'on devrait se réapproprier. Il dit, le meilleur ennemi de la violence, c'est l'éducateur, c'est l'enseignant. L'éducation, la formation de manière générale, réduit de manière drastique à la fois la misère, donc la violence. Retour à l'école, on reprend les 54 000 chômeurs là. Il y en a qui de toute façon, s'ils ne reçoivent pas un minimum de formation, n'auront jamais d'emploi. Tu les reprends, tu dis bon les mecs, au lieu de vous filer du fric à ne rien faire, on va vous filer du fric pour que vous veniez à l'école. On ne va pas tous les repêcher, mais au moins une grande partie. Tu commences à parler. Autrement dit, il faut sortir. Excuse-moi. Oui. Vas-y. Je ne voulais pas être vieux, mais c'est vrai que là, on parle beaucoup de ce fameux service militaire qui était un peu tampon. Parce que là aussi, comment te dire, on ne résolvait pas, mais ces gens-là étaient repris en main souvent. On était repris en main. On apprenait un métier, on apprenait à lire quelquefois. Bon. Ouais, on les a frappés. Donc, il y avait... Surtout au SMA, je ne sais t'interrompre. Oui, surtout au service militaire adapté, ils apprenaient des métiers. Exactement. Ils apprenaient des métiers, passaient le permis. Et je crois que là, ça va dans le sens que tu dis. Il faut absolument... cette notion d'éducation, elle est... Parce que quelquefois, on a effectivement la plupart des gens qui s'occupent des chômeurs. Ils ont à leur réapprendre à des choses, disons, élémentaires. Voilà. Et parce ça, c'est... l'éloignement du marché, enfin, de ce qu'on appelle le marché, entre guillemets, du travail. L'éloignement de l'activité fait que toute une série de comportements basiques sont perdus. La ponctualité. La politesse, l'hygiène corporelle. L'hygiène vestimentaire. Etc. Non, il y avait une formule que nous employions souvent quand nous étions à la jeunesse communiste, il n'y a pas de sécurité sans justice. Bon, justice et éducation. Notamment la justice sociale. La justice sociale.
Mais ce pays-là a besoin de cela. Mais pour arriver à cela, comme de toute façon, ce sont des processus qui sont lents, malheureusement, on est obligé d'en passer aussi par des mesures de contrôle et malheureusement de sévérité. Actuellement. Parce que, en attendant, la Mais violence... qui a dit que la sévérité, c'est quelque chose qu'il faut abolir? Non, mais pendant longtemps, ça ne faisait pas partie de la culture de la gauche. Bon. Et je dirais même dans ma propre culture. Il fallait. Il est interdit. Bon, oui, il est interdit, comme tu le dis excellemment. Moi, j'ai été un des combattants de mai 68. Je peux te dire que, j'ai partagé. Mais ceci dit, aujourd'hui, il est prouvé que la délinquance, les incivilités se retournent plutôt contre les couches populaires. Contre les... Ben oui. Le type qui est dans son 4e étage, dans son HLM, qui voit sa voiture brûlée par des malandrins qui s'amusent à lui brûler la voiture qu'il n'a même pas encore fini de payer à tempérament, il l'a mauvaise. Comme vous êtes de très mauvaise langue, je vais vous demander de faire un petit tour avec moi dans l'utilisation qu'ont les parlementaires de ce qu'on appelle la réserve parlementaire et de voir ce que nos députés ont financé. Alors d'abord, on va expliquer aux gens que l'Assemblée nationale a publié pour la première fois cette affectation de cette réserve de nos députés, de tous les députés de On dit France. que la gauche ne fait rien. Ouais. C'est pas mal ça. Oui. Absolument. 4 députés ont attribué 445 848 euros, nos 4 députés à nous, aux communes et associations, parce que ça n'est que ça. On ne peut donner ça et des gens de ta circonscription, de ton département. C'était voté par le département. Ça sert à financer des opérations relevant des communes, collectivités locales, associations, du département de députés, comme je l'ai dit. Je passe l'historique. Il faut expliquer qu'il y a un progrès, c'est que ça a été réparti équitablement entre l'opposition et la majorité. Parce que tu veux absolument que... Je ne sais pas pourquoi, mais tu veux que je vois des fleurs Mais il faut le dire. Je le dis. Il faut le dire. Donc, en France, ça correspond à 130 000 euros en moyenne. Il ne faut pas que le député finance plus de 50% du projet qui le sollicite. Bon, sinon, il y a écritage ou il y a annulation. Voilà. Alors, Bruno, Nestor à 0, a donné à Grand-Rivière 30 000 euros, Saint-Pierre 25 000, Sainte-Marie 50 000. Charité bien ordonnée. Pécheur 25 000. Je suis la population. Je suis la population. Soyons objectifs. 30 000 euros par rapport à 50 000 Bon, vous êtes vos gars, c'est pas mal. Les Samaritains peuvent le Non, reprocher. mais c'est bien. Foutu ou baillot tout ça l'argent. Pécheur 25 000. Travaux d'intérêt local. Serge Chimie, dans sa grande générosité, a donné à Fort-de-France 58 000, à Fort-de-France 60 000, Association du Club des Idées de Fort-de-France 3 000, Dillon, Fort-de-France 3 000, je ne dis pas à quelles associations, à quels services, Action culturelle, sportive, etc., bodybuilding 3 000, Foyal Didier 3 000, pap, boum, député, député du centre, bon. Bien Sergio. Bon, Alfred Marie-Jeanne, lui, il peut toujours dire qu'il ne peut pas manger toute là. Vous le voyez, le Chabin. Pas profiter, on y bat tout l'argent. Il n'a utilisé que 65 000 sur les 130 000, déjà. Pourquoi, Alfred? Alors que c'est pas ton argent. C'est pas ton argent et que tu tiens une moyenne. Pas le donne-là. Enfin, d'accord, je veux bien. Bon, d'accord, mais c'est une éthique, hein. C'est une éthique, là, Michel. Et il a seulement donné à la commune du Robert. Oui. Marie-Jeanne ne dépense pas l'argent pour lui-même. Moi, il me fait penser à mon père. C'est la vieille génération. Ouais. On ne va pas dépenser On ne va pas dépenser l'argent. En tous les cas, il a donné 65 000. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Absolument pas la peine de dépenser. Effectivement, le bon 130 000. Il ne faut pas vous faire tout ça. Il faut quand même une grande partie de nos téléspectateurs sont plutôt jeunes. Ils ont moins de 40 ans, on va dire ça comme ça. Et il faut leur dire qu'on ne dépensait pas d'argent tout simplement parce qu'on n'en avait pas. Oui. Même quand dans la vie, on a évolué et quand on avait un peu plus, on continuait à ne pas dépenser. Oui, mais ici, aujourd'hui, comme l'argent passe, et qu'on en a beaucoup, et puis pas... Et puis l'argent perd sa valeur. Sa valeur, La notion de crédit aussi. Oui, la notion alors, de crédit. en tous les cas, il a donné à la commune du Robert 65 000 euros pour réaliser l'aménagement d'une place et l'installation d'une base sportive. Jean-Philippe Nilor, ça c'est intéressant, petit Nilor, malin comme un moustique.
Il a donné à Monésie, un foyer d'éducation populaire, 10 000 euros. Il a donné à la commune de Sainte-Luce elle-même, enfin, pas fou, 17 500, sa grande générosité, pour aménager la place des fêtes. C'est la Cité Bougla Gravité Goyo. Il pourra dire qu'il a donné au maire. Il a donné au maire, il a donné 17 000, il n'a pas donné peu. Il a donné à Ducos 20 000, petit chapiteau pour un. Au Diamant, il a donné, équipement sportif à d'Isaac, il a donné 7 848 euros. Et à une association de soins palliatifs, il a donné 20 000 euros. Ça, c'est bien. À une autre association, 15 000, divers projets, championnat de France du monde, vétérans, stages, etc. Est-ce qu'il a donné, parce qu'il a été président du Squall Club. Non, il a donné à la judo. Il a donné Il a à fait du ASC judo. Zénith, pas à Squall Club, pas chercher Pesca Cobal. Et il a donné à l'Espoir de Sainte-Luce 10 000 euros. Voilà. Ben, c'est bien. C'est bien. parce C'est bien que, réparti. Déjà, tout le monde a touché. Hein. Tout le monde a Bien touché. réparti. Et puis, ça prouve que ils ont compris que les organismes publics, parapublics avaient réduit de manière drastique les subventions pour le monde associatif. Tout à fait. Et que là, la majorité des gens qui ont reçu, c'est quand même des associations. Ouais. Et que sans tissu associatif, la Martinique Et explose. fout le camp. Ah ouais. Ouais. Alors, on C'est parle- là font un travail colossal. D'ailleurs, on parlait de Oui, l'information. C'est intéressant, à mon avis, que ce soit rendu public, ce genre de choses. Ça a été publié. Parce que, véritablement, on voit que, bon, pourquoi aussi on se bat pour avoir ne serait-ce que cette cagnotte-là et puis cette possibilité, en tout cas, de pouvoir aider les associations. Ah oui, c'est très bon. Moi, je crois qu'encore une fois, le discours, les hommes politiques, etc. Ouais. Bon, nos élus ont fait preuve de comportement citoyen, globalement. Mais même s'il n'y a pas, certainement, on peut toujours chercher des arrière-pensées politiques. Oui, Bon, mais ce sont sinon, des il ne hommes- fait rien. Je voudrais qu'on dise deux mots parce qu'il nous reste quelques J'ai minutes. vu qu'on n'a rien dit de mal. Hein. Oui, vous êtes bien. On était mauvaise langue, donc Ouais, c'est pas du tout le cas. Oui, c'est parce que je vous ai dit ça avant. Moitié mes autres. Vous avez voulu me prouver le contraire, moitié mes autres. Tu as vu comment je vous manipule? Alors, moi, je voudrais que vous me parliez de votre avis sur les propos de Valls. Bon, on connaît son homme, ses ambitions, être président, etc. Mais le discours qu'il utilise, alors je vous cite, hein. Alors, il a décidé que il voit l'apparition d'un petit parti. À la France, c'est une extrême droite comme à l'américaine, comme les républicains d'extrême droite. Il appelle la droite républicaine à se démarquer clairement de ces réactionnaires-là. En plus, il fait ça entre deux manifs, quoi. Jour de colère et puis la dernière. Bon. Il s'inquiète de voir la société tourmentée par les forces sombres de la division, que la République a connu des moments difficiles. Mais elle reste fragile et il évoque une fronde des antisocialistes, en fait des anti-républicains, quoi. Bon. Je ne trouve pas qu'il en fait un peu trop, ce bonhomme-là. D'ailleurs, les sondages lui font une chute de 6%. Oui, mais bon. Moi j'établirais un parallèle assez fidèle entre Valls et Sarkozy. Les mêmes types d'émissions, le même type de langage. Et je pense que ce type, il est formaté très clairement pour être dans le groupe de ceux qui vont vouloir succéder à tous ceux qu'on a connus et être président de la République dans les années qui viennent. Mais ce qui est intéressant, nous qui sommes dans les médias, c'est la façon dont on fabrique ce genre de personnage. C'est quand même intéressant. Ce type, en fait, on l'aurait pris, on l'aurait placé dans une autre catégorie entreprise, il aurait été utilisé de la même manière, c'est-à-dire à la conquête du pouvoir. Du pouvoir. Et machine de guerre. Voilà. Ce qui est dingue, c'est que rien ne résiste à ça. Ni les médias, vous avez vu, ni les médias, ni les sondages, ni les gens. Et c'est assez fascinant de voir comment quelqu'un qui a tout pour déplaire. Ce type, il n'est pas français au départ. Il est né en Espagne, il a émigré, donc Comme Sarko. Comme Sarko. C'est-à-dire que les gens qui frappent sur la table, qui réclament plus de la France aux Français, etc. Quand on leur dit, bon, alors quel est le personnage, ils disent Valls. Ah ouais, monsieur fort, monsieur qui a tapé, y compris en Martinique. Ah ouais, monsieur c'est en chef. Bah, comme ça, vous dit, mais au fait, vous savez que monsieur n'est pas français. Ah bon? Il est né en Espagne, il a été naturalisé français à 21 ans. Oui. À 21 ans. Et puis, absolument, il a donc dû refuser la nationalité espagnole. Bien sûr. Et voilà un type qui va peut-être être comme Nicolas Sarkozy, donc qui au départ n'est pas d'origine française, être peut-être président de la République. Donc cette machine de guerre que l'on fabrique écarte tous les a priori, et c'est ça qui est formidable dans la toute-puissance des médias. Michel, dernier mot. Oui, alors ceci dit,
la montée d'un homme politique, quand même, c'est quand même la rencontre entre une ambition, mais aussi des aspirations. Et les aspirations sécuritaires existent dans la société française parce que la crise développe l'insécurité, elle développe le racisme, la xénophobie. Bon. Et puis, la véritable question, quand tu dis que la société est tourmentée, moi j'ai tendance à... Qui tourmente la société? Qui fait qu'elle est tourmentée? Pourquoi y a-t-il 80 000 personnes qui manifestent contre la théorie du genre? Il y avait des groupuscules qui étaient minoritaires, dont on n'entendait pas parler. Brusquement, ils prennent de l'importance. C'est parce qu'il y a des gens qui agitent des questions, à mon avis, qui n'intéressent pas le peuple français. Mais qui sont mis en avant. Comme pour le mariage pour tous. Comme pour le mariage pour Oui, tous. c'est la même chose. Comme pour le mariage pour tous. Non, mais c'est là Non, que mais c'est la politique. Non, C'est mais la politique en Occident, c'est la façon de faire la politique. Non, mais c'est là qu'il sous-estime. S'il sous-estime. Je suis bien d'accord qu'il y a des gens qui attisent derrière, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu as des gens qui, dans les médias, à ce moment-là, donnent de l'écho. Parce que on peut avoir une manifestation de 70 000 personnes en France qui défendent les poneys. Mais c'est quoi 70 000 personnes? C'est ridicule. Sur 65 millions d'habitants, c'est ridicule. Ils se sont bien débrouillés. Ils se sont débrouillés. Mais c'est ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas... je vais reciter mon grand-père. Hein. Mon grand-père disait débat pour baba en aigle. En bouteille rhum et puis en micro. Des rhum, les gars, en entier, et micro, il Et parle toujours, non, mais il parle là, j'ai bouteille rhum là, il parle là, j'ai micro. Monsieur, non, c'est bien. Je crois qu'on est resté excessivement autochtone, vernaculaire. Non, la locale. L'émission locale. Voilà. Bonsoir, madame. Et n'oubliez pas, le grand-père de Marajo disait pas bandec, un bouteille de rhum et puis un micro. Moi, je lâche le micro et puis je vais aller prendre la bouteille de rhum. Maintenant, prendre un petit punch. Bonsoir, madame, bonsoir, mademoiselle, bonsoir, monsieur. Et merci pour votre attention. Au revoir.